Quand il y a eu cette crise qui m'a beaucoup choqué, parce que comme j'avais l'habitude du combat dans la maladie de Lyme, je connaissais les techniques de manipulation des scientifiques, des médecins et de la population, ça m'a sauté aux yeux dès début mars que tout ça c'était une grande manipulation. Je l'ai vu tout de suite là, parce que je connaissais un peu tout l'intérieur. Dans les deux cas, c'est des germes qui ont été modifiés en laboratoire, que ce soit Borrelia ou que ce soit SARS-CoV-2. Donc on a la preuve pour SARS-CoV-2, même si des gens continuent de faire croire que c'est pas vrai. Donc dans les deux cas, c'est de la guerre microbiologique. On m'a diffamé, on m'a totalement interdit de parler, que j'ai trouvé violent, parce que quand il y a la science, c'est jamais une science exacte, c'est un débat contradictoire. Et puis en faisant des PCR à tous les gens qui travaillaient, qui allaient dans les hôpitaux, dans les écoles, on a fermé des écoles, il n'y avait pas de malades. On a des gens qui venaient à l'hôpital pour autre chose, un test positif, paf, vous êtes hospitalisé Covid, vous mourrez d'un infarctus du myocarde. Votre test est positif, vous êtes mort du Covid. C'était une utilisation totalement abusive de tests. On mesurait l'oxygène dans le sang des enfants, après une journée entière masquée à l'école, il y en avait 15% qui étaient en carence d'oxygène le soir, et ça c'était deux années scolaires de suite. On sait qu'il y en a qui ont des séquelles cérébrales après, donc ça c'est pas anodin de faire ça, c'était criminel. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien avec le professeur Perron. Professeur Perron, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de Covid, qui a été un petit peu une accélération de l'histoire, j'ai l'impression. Et on va peut-être commencer par parler de votre salon, parce que vous me racontiez hors antenne que votre salon avait accueilli plusieurs fois TF1 pour des entretiens. Et vous avez été effectivement, durant plus de 20 ans, régulièrement invité sur les plateaux télé, donc à vous exprimer sur des infections. Cette habitude a pris une ampleur tout à fait considérable au moment du Covid, où vous étiez invité plusieurs fois par semaine. Et puis, presque du jour au lendemain, vous n'avez plus été invité. Que s'est-il passé? Alors effectivement, comme pendant 15 ans, j'étais président d'abord du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, puis le Haut Conseil de la santé publique là, pour les maladies transmissibles, j'ai conseillé des gouvernements de droite et de gauche pendant 15 ans. J'ai rencontré souvent les ministres ou le chef de cabinet ou les membres de leur cabinet, parce que dès qu'il y avait, ou les directeurs généraux de la santé, parce que dès qu'il y avait une crise sanitaire, une épidémie, un problème avec un vaccin, eh ben, on me demandait. Et je faisais partie souvent de petits groupes d'experts pour conseiller le ministère. Et apparemment, j'étais apprécié. Et souvent, j'étais comme ça faisait déjà plus de 20 ans, 30 ans que j'allais de temps en temps, mais assez régulièrement à la télévision, sur toutes les chaînes officielles. Régulièrement, j'étais invité pour le journal de 20 heures, souvent à TF1, euh, parce que bon, les journalistes aimaient bien, parce que je savais de quoi je parlais, je donnais des choses qui étaient sourcées, j'étais concis, je parlais dans un langage accessible à tous, parce qu'il y a quelquefois des experts à la télé, on ne comprend pas trop de quoi ils parlent. Donc voilà, donc les journalistes m'aimaient bien, c'était comme ça, j'ai fait des émissions plus longues sur des plateaux, et c'est pour ça quand le Covid est arrivé, ils se sont tous rués vers moi en disant tiens, mais il y a Perron, il est sympa. Là, j'étais plus aux commandes. Alors c'est vrai que j'étais invité, c'était quelquefois fatigant parce que toutes les grandes chaînes, alors ça pouvait être LCI, TF1, BFM TV, CNews et d'autres, m'invitaient donc plusieurs fois par semaine. Quelquefois j'étais sur les plateaux en direct. C'était pas toujours facile à la période du confinement parce que les rues étaient désertes. Alors j'y allais en taxi masqué, le chauffeur de taxi habillé en scaphandrier. En arrivant dans Paris, des rues totalement désertes, c'était impressionnant. Mais j'étais invité régulièrement. Les journalistes, au début, ils étaient ravis de voir quelqu'un qui était sérieux a priori, reconnu, qui apportait un discours contradictoire. Ils m'invitaient de plus en plus souvent, finalement. Alors ça s'était un peu calmé juillet-août, parce qu'il y a les vacances, puis là, la première vague a été finie. Donc en 2020. Oui, 2020, oui, parce que ça a commencé en mars 2020, donc tout de suite, j'étais invité sur les plateaux. Et, et alors, l'émission qui m'a été fatale, je crois que c'était Les Grandes Gueules le 31 août 2020, où j'avais aussi balancé pas mal de choses. Et là, c'est là où, maintenant c'est l'ARCOM, ça s'appelait le CSA à l'époque, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc devenu ARCOM, avait fait un communiqué au mois de septembre pour dire qu'il ne faut plus inviter le charlatan Perron, c'est interdit. Bon, alors il y a quelques journalistes qui ont bravé l'interdiction. Il y a eu Morandini, Pascal Pro, Rio Foll. Bon, ça a été très rare après, j'étais pratiquement blacklisté. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, ils m'ont invité, ils se sont fait taper dessus. Je crois que la chaîne a eu une amende. C'est ça la démocratie, quoi. C'est complètement dingue. On n'a plus le droit d'avoir un débat contradictoire, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà. Donc,
d'un seul coup, je suis passé d'un expert reconnu que tout le monde appréciait à charlatan quasiment. Et star des complotistes. Voilà. Mais je suis fier finalement, hein. Et j'ai été radié de ma chefferie de service par ce cher Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, soi-disant pour des propos qui n'étaient pas dignes de ma fonction. Et en plus, j'avais été victime d'une dénonciation calomnieuse. Il y avait un jeune médecin qui m'avait accusé de l'avoir menacé de mort, alors que j'ai pu apporter la preuve que ce n'était pas moi qui l'avais reçu des menaces de mort bien avant sur Internet. Mais il m'a fait porter le chapeau. Et ce qui m'avait fait du mal, c'est que dans la lettre que m'a remise Martin Hirsch et dans la lettre que m'a envoyée le président de la conférence des doyens d'Île-de-France, c'est-à-dire le doyen des doyens de médecine en Île-de-France, il y avait le même argument qui était repris. Vous n'êtes pas digne d'être chef de service. Et l'autre disait, vous n'êtes pas digne d'encadrer des étudiants, car vous êtes responsable de menaces de mort contre un jeune médecin. Alors j'ai pu prouver au niveau du Conseil de l'Ordre que c'était totalement inventé. Dans ce jeune médecin, il y a eu un avertissement du Conseil de l'Ordre. Bon, le Conseil de l'Ordre, dans son verdict, dit qu'il aurait pu avoir plus cher, mais ils ont donné simplement un avertissement parce que ce jeune médecin s'était excusé pendant l'audience. Bon. Donc voilà, donc on m'a diffamé, on m'a totalement interdit de parler. Ce que j'ai trouvé violent, parce que quand il y a la science, c'est jamais une science exacte, il faut un débat contradictoire. Avant, la Terre était plate, après elle est devenue ronde, avant c'était le Soleil qui tournait autour, maintenant c'est la Terre qui tourne autour, mais ce n'est pas un jour un gars qui avait dit « Attendez, je ne suis pas d'accord, mais non, vous n'avez pas le droit de parler parce que tous les autres vrais scientifiques sont contre vous. » quoi. Puis quand je regardais ce que racontaient tous les autres scientifiques, ils ne racontaient rien. À chaque fois qu'on m'a attaqué en disant « Perron dit n'importe quoi », j'ai eu le droit des articles dans tous les grands journaux, Paris Match, l'Express, Libération, tout ce qu'on veut, les fact-checkers. Ouais. C'est Perron dit n'importe quoi. Mais à chaque fois que moi j'ai dit quelque chose, j'ai mis la preuve. Et eux, quand ils disent il dit n'importe quoi, ils n'apportent jamais d'argument pour dire pourquoi je dis n'importe quoi. C'est juste, ah ben il a tous les autres contre lui, ben c'est pas un argument. Alors d'ailleurs, quand il y a eu cette crise qui m'a beaucoup choqué, parce que comme j'avais l'habitude du combat dans la maladie de Lyme, je connaissais les techniques de manipulation des scientifiques, des médecins, de la population, ça m'a sauté aux yeux dès début mars que tout ça c'était une grande manipulation. Je l'ai vu tout de suite là-bas, parce que je connaissais un peu tout l'intérieur. Bon, j'ai écrit un livre, j'ai écrit 3 livres chez Albin Michel. Le premier était publié dès le mois de juin, donc j'ai fait ça rapidement, qui s'appelait « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Alors ça ne leur a pas plu. En plus, je citais nommément des gens, mais tout ce que je disais, c'était prouvé, factuel. Alors, je me souviens, il y avait des médecins à la télé qui hurlaient en disant « Perron, c'est un salaud, il nous diffame, il va être attaqué en justice, en diffamation. » Puis en fait, j'ai diffamé personne. En plus, bon, les avocats d'Albin Michel avaient bien revu le livre, ils avaient pour vérifier que je ne disais pas de choses qui n'étaient pas prouvées. Tout était prouvé. Je sais qu'ils ont mis des cabinets d'avocats sur mon livre pour essayer de me trouver une faille. Ils n'ont pas trouvé. J'ai écrit 3 livres, il y a 0 faille. Hein. Et c'est ça où je suis fier, parce que chaque fois que j'ai dit quelque chose, que ce soit dans la maladie de Lyme, après sur le Covid, tout ce que je dis, c'était toujours prouvé, même si les autres disent l'inverse. Donc il y a eu 3 livres chez Albin Michel, il y a eu le dernier chez Très Daniel Oui. L'été dernier. Moi j'ai l'impression, et vous allez me confirmer ou pas, que vous, votre engagement dans la maladie de Lyme pendant des décennies, vous a effectivement préparé au train qui vous est arrivé dessus. C'était une répétition générale de Lyme. Oui, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les parallèles entre les deux cas? Dans les 2 cas, c'est des germes qui ont été modifiés en laboratoire, que ce soit Borrelia ou que ce soit le SARS-CoV-2. Maintenant, on en a la preuve pour le SARS-CoV-2, même si des gens continuent de faire croire que ce n'est pas vrai. Enfin, on sait que c'est Montagnier qui l'avait dit, mais d'autres chercheurs, il y a des sites qu'on appelle furines. C'est un terme biochimique un peu pas très compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas la chimie, mais il y a des insertions dans le virus. C'est les fameux gains de fonction. Qui ne sont pas naturels, qu'on trouve dans aucun virus, aucune bactérie sur Terre. Donc c'est forcément été mis en laboratoire. Voilà, bon, c'est un des exemples. Donc dans les 2 cas, c'est de la guerre microbiologique. Dans les 2 cas, on fait peur à tout le monde. Non, sur la Lyme, on ne fait pas peur parce qu'il faut que la maladie n'existe pas. Au contraire, c'est une maladie qui n'existe pas. Et puis dans le Covid, il fallait que tout le monde soit malade. Donc là, c'était l'opposé. Après la sérologie, dans Lyme, il fallait que la sérologie, soi-disant, est parfaite alors qu'elle est nulle. Ils dépistent personne, comme ça reste une maladie rare. Dans le Covid, ils ont diabolisé la sérologie. Pourquoi ?
Alors, il y avait un chercheur français qui était un physicien, c'était pas un biologiste habituel en microbiologie. Il s'appelait David Mendel et j'avais vu une vidéo de lui au tout début de la crise Covid. Et ce gars, il était remarquable parce il s'embêtait un peu. Son entreprise était fermée pendant le confinement et avec des copains, il s'est dit tiens, comme il était en train de mettre au point une espèce de caméra automatique pour faciliter le travail de lecture des tests biologiques, c'était son travail d'ingénieur ou de physicien. Il s'est dit tiens, je vais m'amuser à tester avec mon appareil les tests sérologie Covid. Donc il est allé à l'Institut Pasteur, qui était un peu le référent. On lui a donné des échantillons d'une dizaine de tests. Et il a dit dans le tas, il y en avait un qui était bon, je ne sais plus si c'était un test allemand ou chinois. Il y avait encore 2 tests passables et tout le reste, c'était vraiment des tests totalement merdiques qui n'étaient pas la route. Donc c'est pareil dans le Covid, il fallait mettre au point des sérologies mauvaises pour que surtout les gens n'aient pas l'idée de dire bah, tiens, j'ai l'impression que j'ai eu le Covid, je vais faire une sérologie. Si c'est positif, je n'aurai pas besoin d'être inoculé par un soi-disant vaccin après. Et donc on a diabolisé la sérologie qui normalement aurait dû être au contraire, on aurait dû faire qu'elle soit de bonne qualité et puis l'encourager pour dire bah, c'est pas la peine de vous faire vacciner parce que vous êtes protégé naturellement. Mais ça, ils ne voulaient surtout pas qu'on entende parler. Après, il y a eu la PCR dans le Lyme, elle était pas interdite, mais décriée avec des éditoriaux tout le temps pour dire la PCR ça sert à rien, c'est un très mauvais test, ça diagnostique beaucoup trop de faux positifs, ça va créer une fausse épidémie. Puis dans le Covid, c'était l'inverse. Tout le monde, même en bonne santé, devait avoir une PCR, ce qui est totalement, pas interdit, mais on n'en a normalement pas le droit de faire de PCR en dépistage de masse. On le sait depuis plus de 20 ans, depuis que la PCR est découverte. Et d'ailleurs, j'avais blagué plusieurs fois à la télé. Je dis, moi, demain, je vais au ministère de la Santé, s'il y a 1000 fonctionnaires, je fais une PCR tuberculose à tout le monde, je vais trouver quelques tuberculeux en pleine forme. Je vais faire une PCR chaude pisse, je vais trouver plein de chaudes pistes, je vais faire une PCR... Non, c'était pas me moquer d'eux, mais si vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de gens en pleine forme et que vous faites de la PCR, vous trouvez toujours des faux cas. C'est comme ça. Alors en plus, ils ont augmenté le risque de faire des faux positifs avec une méthode, alors là, qui est complètement interdite normalement sur le plan scientifique. Ils ont fait beaucoup trop de cycles d'amplification. C'est la PCR, le principe, c'est d'amplifier des petits bouts de virus, de bactéries pour reconstituer un peu le génome pour pouvoir l'identifier. Et là, ils ont amplifié au-delà de 20 fois, 25 fois, ce qui est normalement interdit en PCR, parce que quand on fait trop de cycles, on amplifie du vent, et qu'on a plein de tests positifs qui correspondent à rien. Et c'est pour ça que les Véran avaient besoin de ça pour créer une grosse deuxième vague, troisième vague, parce que l'épidémie, à partir de la deuxième vague, commençait à se casser la figure, et qu'ils n'auraient pas pu justifier l'inoculation forcée si officiellement ils avaient reconnu que l'épidémie était en train de se casser la figure. Et donc voilà, et puis en faisant des PCR à tous les gens qui travaillaient, qui allaient dans les hôpitaux, dans les écoles, on a fermé des écoles, il n'y avait pas de malades. On a des gens qui venaient à l'hôpital pour autre chose, un test positif, paf, vous êtes hospitalisé Covid, vous mourrez d'un infarctus du myocarde. Votre test est positif, vous êtes mort du Covid. C'était une utilisation totalement abusive de tests. Et puis après, le traitement, en plus, ça tombait par hasard sur l'hydroxychloroquine, c'était le médicament que je prescrivais le plus depuis 30 ans pour Lyme, qui était encore en vente libre juste avant la pandémie. Bon, il y a quelques effets secondaires, si on en prend pendant des mois et des années, il y a une petite surveillance oculaire à faire, mais enfin c'est de la routine, on sait très bien gérer ça. Il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires aigus, à part ce problème oculaire, tout le reste c'est facilement gérable. Quelquefois on dit qu'il faut surveiller le cœur, alors tout seul c'est jamais toxique pour le cœur, mais si on en prend beaucoup, qu'on a beaucoup d'autres médicaments toxiques pour le cœur, quelquefois il faut faire attention, on voit des petites précautions comme ça, mais c'est un médicament que les gens mangeaient comme des bonbons avec la chloroquine en Afrique, en Asie pendant des décennies. Puis d'un seul coup, d'abord très suspecte, Agnès Buzyn le met sur ordonnance juste comme par hasard, juste avant que le virus arrive. Donc il savait déjà que ça marchait, qu'il ne fallait pas l'utiliser. Et qu'alors qu'Anthony Fauci, le chef de l'Institut de recherche pour les maladies infectieuses aux États-Unis, qui est un des principaux responsables de la désinformation, il avait publié quelques années avant que s'il y avait une nouvelle épidémie de coronavirus, le traitement le meilleur sera l'hydroxychloroquine. Puis d'un seul coup, il a oublié ce qu'il a dit. Oh, et puis après Véran qui dit que si on en prend pendant quelques jours, on va être aveugle. Je dis, pourtant il est neurologue. Et
comment on peut raconter des sottises pareilles, quoi. Il n'a jamais prescrit ce médicament. Il y a eu l'étude truquée du Lancet. Après là, alors, la fraude, ça c'est un aspect colossal, la fraude scientifique pendant le Covid. Il y en avait déjà dans le livre sur Lyme, je l'avais déjà dit qu'il y avait de la fraude, hein. Puis qu'il y avait l'aveu des rédacteurs en chef des plus grands journaux, New England Journal of Medicine, Lancet, qui ont écrit eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, dans des journaux grand public, notamment aux États-Unis, dans le New York Times, des rédacteurs en chef qui disent nos journaux sont infiltrés, sont pourris, corrompus. Même le rédacteur du Lancet a dit la moitié des études financées par l'industrie dans mon journal sont fausses. Alors lui, c'est vraiment, il est bizarre parce qu'il a dit ça, écrit plusieurs années avant le Covid, et j'ai découvert qu'il est toujours rédacteur en chef du Lancet. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais il dit mon journal est pourri, puis il mange, la soupe est bonne, il est resté. Bon, c'est curieux quand même. Donc la fraude, elle existait, je l'ai toujours connue, même des anciens de l'industrie pharmaceutique que j'ai soignés pour autre chose quand ils étaient à la retraite. Maintenant, vous savez, M. Perron, j'ai passé ma vie à truquer les études pour la direction du labo, parce qu'il fallait absolument avoir l'autorisation de mise sur le marché, que si l'étude n'était pas parfaite, ben on supprimait un sous-groupe qui ne nous arrangeait pas pour que le résultat global soit significatif. Et j'avais vu aussi dans d'autres exemples, des études qui étaient parues dans le Lancet. Normalement, quand on fait une analyse statistique globale sur une population, que la statistique globale est négative, on n'a pas le droit de supprimer comme ça, ou de prendre qu'un seul groupe où ça marche bien, de l'extraire et dire, ben, vous voyez, ça marche très bien sur ce sous-groupe, c'est interdit de faire ça. Mais il y en a qui ne se gênent pas pour le faire. Et il y avait comme ça tout un scandale que j'ai connu, avec ce qu'on appelait le Centocor, qui était un anticorps monoclonal qui devait sauver du choc septique en réanimation. En fait, ça a tué des malades après. Bon, c'était une histoire horrible. Donc, il y avait déjà des histoires comme ça avant, mais ce n'était pas très fréquent. Et là, avec le Covid, il y a eu une pandémie de fausses études. Ouais. Alors, ça a commencé par le Lancet, mais juste avant le Lancet, il y a le New England Journal of Medicine qui avait sorti que la chloroquine donnait des accidents cardiaques. Et c'était le même qui a écrit le Lancet. Alors, le Lancet, il y avait 90 000 patients dans je ne sais pas combien, de dizaines de pays. Ils avaient eu le temps de faire l'étude, de tout analyser en 2 mois. C'est impossible déjà. Moi, j'ai participé à beaucoup d'études internationales. Déjà, pour se mettre d'accord sur le profil de l'étude, avoir tous les accords des comités d'éthique, tout ça, il faut déjà 6 mois. Bon, on va pas, si on met autour de la table un Allemand, un Anglais, un Français, un Argentin, ils ne vont pas être d'accord sur la méthode. Ça va discuter. Puis alors, moi qui ai participé à beaucoup d'études comme ça, s'il y a des centaines de médecins qui ont participé, parce que pour 90 000 patients, il fallait beaucoup de médecins, d'hôpitaux. Alors dans les auteurs, on met un petit nombre qui est ceux qui ont le plus bossé pour l'étude, qui ont fait un peu le gros du boulot, mais on remercie toujours les gens qui ont participé. Donc il y a toujours, et après, c'est comme ça en anglais, and for the study group, et pour le groupe d'études, il y a toujours un petit tableau à la fin, un petit encart, même si écrit en petit. Nous remercions tous les participants. Il y a le nom des hôpitaux, les pays, le nom des médecins, c'est écrit normalement. Même s'ils ne sont pas dans les auteurs, parce qu'on ne peut pas mettre des centaines de gens dans les auteurs d'un article. Là, il n'y avait rien. Parce que moi, je voulais regarder qui a participé en France. Ça doit être mes anciens copains. Là. Que dalle. Puis, il y avait le même taux d'obésité à New York, au Kenya, en Vietnam. Il y avait des trucs incohérents. Je dis, c'est pas possible. Puis, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est que 8 jours après, le gouvernement australien lui-même dit, c'est bizarre parce que dans l'étude, il y a plus de malades dans l'étude pour l'Australie qu'on a de malades en Australie. Ce qui était impossible parce que même si l'étude avait été sérieuse et ils avaient fait l'Australie, en général, quand on propose une étude randomisée dans une maladie grave comme ça, il y a 10% des gens qui acceptent de signer un consentement. C'est jamais. Alors même là, s'ils avaient peur, il y en a la moitié qui auraient signé. C'était pas possible qu'il y en ait plus que le nombre de malades. Alors, finalement, c'était très vite dévoilé. Ils ont reconnu que c'était frauduleux. C'était rétracté, l'article du New England, dans 2 grands journaux pris la main dans le sac avec la même équipe. Puis après, tous les articles sur la chloroquine, où on donne la chloroquine beaucoup trop tard, on la donne le dernier jour avant de passer en réanimation, ça ne marche plus à ce stade-là. Ah, vous voyez, la chloroquine, ça ne marche pas. Et alors, Discovery et e-Covid, les grandes études françaises, arrêtées en plein milieu par Véran. Pourquoi ? Parce que comme la chloroquine marchait super bien, parce qu'on l'a vu, on a vu les diapositives de l'analyse intermédiaire qu'on fuitait. S'ils avaient été jusqu'au bout, ils auraient été ridicules parce qu'ils auraient démontré que la chloroquine et l'azithromycine marchaient très bien. Et puis après, alors, le pire du pire, c'est l'étude Recovery
étude sponsorisée par l'OMS. On sait que l'OMS maintenant, c'est ce que c'est devenu sous le contrôle de Big Pharma et de Bill Gates, avec une université anglaise. Et là, ils disent, regardez, la chloroquine, ça ne marche pas, c'est dangereux, il y a plus de morts avec la chloroquine. Et là, on s'aperçoit, alors nous, on l'a dénoncé avec bon sens, avec Xavier Zalbert et tout ça, on démontre qu'ils ont utilisé une dose potentiellement mortelle d'hydroxychloroquine. 4 ou 5 fois, je ne sais plus le chiffre exact, la dose maximale autorisée chez l'homme. J'ai halluciné comme un comité d'éthique a pu laisser passer ça, c'est criminel. Ils n'ont même pas été inquiétés, pas mis en examen. L'article n'est toujours pas rétracté, alors que ça a été dénoncé partout dans le monde entier. Et quand j'en avais discuté avec Xavier Zalbert, qui avait interviewé, parce que c'est le seul à avoir interviewé, on attaque à Zalbert, mais à François, c'est le seul à avoir interviewé celui qui avait écrit l'article frauduleux du Lancet, c'est le seul à avoir interviewé le professeur anglais qui avait fait cette étude Recovery. Mais pourquoi vous avez utilisé cette dose Ah ben oui, parce que c'était la dose habituelle recommandée pour les amibes. Alors, l'hydroxychloroquine n'a jamais été utilisée pour les amibes. C'est quoi cette invention? Je pense qu'il a confondu avec un des composants de l'intétrix qu'on peut utiliser quelquefois pour les amibes. Il y a un nom chimique qui ressemble à chloroquine, mais ce n'est pas la même. C'est hydro quelque chose, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Soit il a confondu avec ça. Alors, c'est un gars qui ne connaît rien aux maladies infectieuses, aux anti-infectieux, à la parasitologie, se permet de piloter une étude mondiale où il utilise... Bon, moi je pense que ça a été fait à dessein, mais je n'ai pas la preuve, mais c'est quand même énorme. Et ces gens-là, ils devraient être devant les tribunaux aujourd'hui. Et l'étude... Alors, toutes les méta-analyses un peu bidons qui ne reprennent que la majorité des études qui vont dans leur sens et ne retiennent pas les bonnes études qui montrent que la chloroquine marche, leur pilier dans leur méta-analyse, c'est cette étude Recovery, qui est une étude complètement truquée. Le dernier, là, c'était la cerise sur le gâteau, c'était l'équipe française poussée par le professeur Molimar à Bordeaux. Il n'était pas dans les auteurs, lui, l'étude Pradel. Alors c'est des Français, mais soi-disant l'étude était internationale avec la Belgique, des cas aux États-Unis, partout. Gros titre, l'hydroxychloroquine a tué 17 000 personnes. Alors, moi, je ne suis pas compétent en statistique, mais c'était réanalysé à fond par des statisticiens de haut vol. On a pu démontrer que c'était inventé, quoi. Alors, on a tout épluché, on a écrit au journal en leur démontrant que c'était forcément frauduleux. Alors, c'était long, c'était plusieurs mois de bataille, mais on a obtenu la rétractation de l'article. Et là, d'un seul coup, Libération qui s'offuse, comment on censure la science. C'est quand même très grave, ça. Ouais, et puis c'était trop tard à ce moment-là pour sauver l'hydroxychloroquine. Le plus rigolo, c'est que quand l'article est sorti, tous les médias, les chaînes de télé, Libération, l'Express, ça y est, maintenant c'est prouvé que la chloroquine tue. Ouais. Puis quand là, il y a eu la rétractation, pas un mot, ou juste quelquefois un petit article pour dire c'est scandaleux d'avoir rétracté cet article. Mais tout ça, c'est criminel, parce que moi, je me rappelle très bien à la télé, quand j'étais encore invité, juin 2020, j'avais déjà dit l'interdiction de la chloroquine en ville par Véran, ça a tué 25 000 personnes en France. Et après, d'autres gens ont repris ces travaux sur toute la période Covid. Parce que maintenant, le Covid, il n'y a plus rien, c'est des rhumes et des bronchites, on s'en fout. Mais je pense que l'interdiction de la chloroquine a tué pas loin de 100 000 personnes en France. C'est énorme. Et puis ça, personne n'en parle, hein, c'est sous le tapis. Et ça, il faudra que ça sorte un jour, tout ça, parce que c'est trop, quoi. Alors, donc on reste en 2020. Vous allez me dire si je me trompe, est-ce qu'on peut dire que on va dire la raison globale pour laquelle vous avez été un peu ostracisé des plateaux télé et finalement censuré, c'est finalement votre dénonciation du fait d'appliquer à la population générale des méthodes qui normalement sont réservées à l'hôpital et aux soignants. Je parle du port du masque, je parle du confinement, et je parle effectivement des tests PCR. Parce que vous avez, vous dénoncé. Alors la PCR, j'en ai parlé. Oui, tout à fait. Masque et confinement, c'est très intéressant parce que quand j'étais président de la commission au Conseil de la santé publique, c'est moi qui avais signé les recommandations qui avaient été faites à la demande du gouvernement, comment gérer un stock stratégique de masques. Alors après, je me suis dit... c'est un journaliste qui m'a dit « Mais vous aviez écrit un rapport. » On peut le télécharger sur Internet facilement si on va sur le site du Haut Conseil. Je crois que c'était juillet 2010.
Alors j'étais un peu angoissé, j'espère qu'on n'a pas dit de bêtises à l'époque, genre télécharge. Alors c'était magnifique ce qu'on avait écrit, il y avait tout, c'était écrit comment gérer. Et j'ai appris après, que je crois que c'est le secrétariat général de la Défense nationale, quelques mois après la parution de cet avis, a dit non, finalement les masques ça sert à rien, il conseillait de ne pas renouveler les stocks. Après quand Jérôme Salomon, en plus ça m'a fait de la peine, c'était mon élève, je l'avais nommé professeur dans le service, il s'est retrouvé directeur général de la santé. On a appris après qu'il a dit non, il n'y a pas besoin de masques. Après il a fait brûler les stocks de masques qui étaient périmés sur la boîte, mais qui auraient encore pu marcher s'il y avait... Et surtout on a fermé la dernière usine de masques en France un an avant la pandémie. Puis après, alors, il n'y avait plus de masques nulle part. Et ils disent aux médecins, vous avez le droit d'avoir une boîte de masques gratuite en pharmacie, mais changez tous les 4 heures. Ben, on n'avait même pas de quoi même avec un dans la journée, ils n'avaient pas de quoi faire. Et les pharmacies n'en avaient pas. Alors quand ils n'en avaient pas, tous les jours à la télé, Buzyn, puis Véran, puis Jérôme Salomon, Sibeth Ndiaye, qui disent non, les masques ça sert à rien. Et puis alors, ils galèrent pour en avoir de Chine, tout ça, ça arrive fin juin. Et du jour au lendemain, le masque qui servait à rien devient obligatoire, 135 € d'amende, mais c'était du délire total. Alors, moi, j'ai jamais été anti-masque à fond. J'ai toujours dit, je m'étais battu pour imposer les masques pour la tuberculose à l'hôpital. C'est que si vous êtes dans une pièce, que ce soit à la maison ou à l'hôpital ou dans une maison de retraite, si il y a un soignant ou quelqu'un de la famille qui rentre dans la pièce et que là, le malade se met à vous tousser, à vous cracher dessus, là, le risque de contamination est élevé parce qu'il y a plein de particules. Or, le virus n'est jamais libre dans l'air, il est toujours dans des particules de salive, de sécrétion bronchique, donc c'est des particules quand même un petit peu plus grosses. Et ça se répartit dans la pièce, et puis quelqu'un qui rentre, il peut en inhaler plein d'un coup et avoir beaucoup plus de risque de développer la maladie que si le malade, pendant la période, quelqu'un rentre dans la pièce, on te dit toc toc toc, bon mettez votre masque, le malade met son masque, s'il tousse, il crache, au moins il n'en projette pas partout, puis que le soignant a un masque hermétique FFP2 ou la famille ne touche pas trop le malade, reste un petit peu à distance, ça réduit beaucoup les risques de transmission de maladies respiratoires. Dans la tuberculose, on a vu disparaître la transmission nosocomiale, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital de la tuberculose. Le jour, on a fait des recommandations d'isoler les malades dans leur chambre et de porter un masque pendant la phase contagieuse de la tuberculose. C'est du bon sens. Donc moi, j'ai jamais été anti-masque, contrairement à ce qu'on a dit. Alors heureusement qu'il y a certains médecins, des gens dans les EHPAD, les maisons de retraite qui ont bricolé des masques en tissu. C'était mieux que rien, parce qu'ils avaient... Même il y en a qui ont... Parce qu'on armait les flics jusqu'aux dents avec du matériel super moderne pour casser du gilet jaune, mais il n'y avait pas un sou pour donner des blouses correctes, des gants, des masques aux soignants. Alors il y en a qui ont bricolé ça avec des sacs poubelles, parce que quand on regarde c'est complètement fou. Oui, ça paraît totalement absurde. Alors après, quand ils ont rendu le masque obligatoire sur la plage, dans la forêt, c'était du grand n'importe quoi. Et dans le métro, si les gens tous s'écrachaient qu'ils mettent un masque en période épidémique, je trouve ça normal, mais qu'on oblige tout le monde à porter un masque partout, c'était de la folie au travail. Puis à travailler plusieurs heures avec un masque sur la tête, on l'a prouvé, nous on l'a publié avec des amis là, et l'aide d'associations familiales. On a mesuré là, avec un petit pince à linge là, qui mesure l'oxygène, ce qu'on appelle un saturomètre au bout du doigt. On a mesuré l'oxygène dans le sang des enfants. Après une journée entière masquée à l'école, il y en avait 15% qui étaient en carence d'oxygène le soir. Et ça, c'était deux années scolaires de suite. On sait que si on fait ça à des animaux de laboratoire, on sait qu'il y en a qui ont des séquelles cérébrales après. Donc, c'est pas anodin de faire ça. Ça, c'était criminel. Voilà pour le masque. Donc, c'était géré n'importe comment. Et le confinement, on sait très bien que ça ne sert à rien. Moi, je l'avais dit dès le mois de mars, hein, confiez-moi la gestion, j'arrête l'épidémie en 2-3 mois. Hein. L'épidémie, on isole les cas, on les soigne. On avait un traitement qui marchait, on le savait, l'hydroxychloroquine, on le savait depuis la Chine. Il y avait une étude randomisée, et puis l'étude de Raoult qui arrive, qui est magnifique sur 23 malades, ça fait chuter la charge virale. La messe était dite, Raoult avait raison. Maintenant, 23 malades, ce n'est pas suffisant. Si c'est significatif sur 23, c'est beaucoup plus puissant que s'il faut 3000 malades pour le montrer. Et ça a été confirmé après sur les 30 000 malades de l'IHU. Donc voilà. Donc isoler, traiter, et puis éventuellement dépister un peu autour. Mais on isole les malades, on n'enferme pas les gens en bonne santé. C'était un non-sens. Ça générait une crise économique majeure, ça a fait fermer plein d'entreprises, ça a provoqué des suicides,
tension familiale, de la violence conjugale, violence même contre les enfants dans les maisons. Les gens étaient stressés. Il n'y avait même plus le droit. Il y avait même une ville, je crois que c'était à Sanary-sur-Mer, ou je ne sais plus, dans le coin, où le maire avait dit qu'on ne pouvait pas aller faire pisser son chien à plus de 50 mètres de chez soi. Mais les gens sont tombés dans un délire collectif. Mais j'ai dit, mais il faut arrêter d'halluciner. Moi, je l'ai dit, tout ça. Et puis, en plus, c'était prouvé que les confinements, ça ne servait à rien. Les pays qui n'ont pas confiné, ça s'est très bien Comme la passé. Suède. Oui. Ouais. Et puis le couvre-feu, mais quelle idiotie ce truc-là, que c'est comme si le virus sortait que le soir, à la nuit tombante. Et que, en plus, avec Castex, alors, le virus, quand on est dans un bar, attention, il est en haut, il vole haut, le virus, il faut s'asseoir pour boire ou manger. Mais si on est sur la plage, c'est l'inverse. Le virus, il est au ras du sable, donc il ne faut surtout pas s'allonger, c'est très dangereux. Il faut marcher ou être debout sur la plage. Donc, mais les Français ont gobé des conneries pareilles, quoi. Et puis il y avait tous les médecins de plateau. Ouais, c'est génial. Et mes collègues infectiologues et tout le monde a suivi comme des moutons. Mais j'avais honte pour tous ces gens-là. C'est pas possible. Et après, ils se disent scientifiques et que moi, je ne suis pas scientifique. Mais waouh, c'était violent, hein, quand même. J'avais vraiment honte pour la médecine française, pour même toute la médecine qui a suivi comme ça, toutes ces idioties, comment on a pu adhérer à ce discours. Et puis tous les médias qui se sont engouffrés là-dedans. Alors, parce que vous avez dénoncé ces idioties, vous avez également été attaqué par l'Ordre des médecins. Oui, Et vous avez été blanchi, on peut même dire que... même félicité. Oui, exactement. Ça m'a fait rire. Quoi, sur le moment, c'était pas drôle, hein, parce que c'est assez impressionnant. D'ailleurs, le président des chambres disciplinaires, c'est un magistrat professionnel. Là, c'était une femme, j'ai oublié son nom, mais enfin, qui était très sérieuse. Il y avait plusieurs médecins autour, en hermine et tout ça, en toge rouge. Bon, c'est très solennel. Ouais. Mais finalement, moi, je me suis exprimé. Quelquefois, ils me disaient, vous avez dit du mal du Conseil de la santé publique. Je dis, j'ai pas dit du mal, j'ai été président. C'est moi qui ai contribué à écrire toutes les procédures internes et les trucs. J'ai vu que tout a été violé. Ça n'a pas été comme il faut. Il y a des enregistrements des sessions, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de vote. On a fait participer des gens qui n'étaient pas membres du Haut Conseil. Quoi. Tout était illégal d'un bout à l'autre. Alors, ils étaient étonnés. Ils disaient, ah, il connaît, lui. Ben oui. Donc voilà, c'était très facile pour moi de répondre à toutes les attaques stupides, parce que c'était pas forcément des spécialistes du domaine. Genre, ils ont, voilà, bon, puis mon avocat était très bien. Mais je me suis dit, ils vont bien me mettre un petit blâme pour la forme, parce qu'il doit avoir des pressions. Mais non, en plus, non seulement ils m'ont blanchi, mais ils ont dit que, vu mon CV national, international, j'étais une des rares personnes en France à pouvoir juger de la situation. Et que non seulement j'avais le droit d'exprimer un discours divergent des autorités, mais j'en avais même l'obligation, ce qui était extrêmement fort. Hein. Et puis comme il y avait le jeune médecin qui était passé la même matinée, ben, lui, ils lui ont mis un avertissement. Donc je ne m'attendais pas à ça, mais finalement je me dis, ben, dans le Conseil de l'Ordre, il y a des gens bien qui sont des médecins qui essayent de voir la situation de façon objective. Après, il y a des conseils de l'ordre qui ont été beaucoup plus durs avec des collègues, des généralistes. Alors moi, j'étais protégé probablement par mon CV, ma posture, le fait que je connaisse tout le monde dans les ministères, que même Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique à l'Élysée, je l'ai connu interne. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il venait de mon service, c'est moi qui l'avais formé. Donc je pense que pour eux, je connaissais trop de choses partout de l'intérieur, du fonctionnement de tout ça, et qu'ils avaient du mal à trouver des arguments objectifs pour me dégommer, quoi, finalement. Alors, on va s'arrêter là sur le Covid stricto sensu. En revanche, on va aborder lors de la prochaine émission un autre domaine venu du Covid, qui est aussi l'accusation qui vous a été faite d'être anti-vax. Et on va parler donc des vaccins en manière générale, mais surtout des vaccins, enfin des soi-disant vaccins ARN messager. Merci professeur Perron. Merci beaucoup. Et à très bientôt.